De la journée avec une présentation de Marie Batagnol, qui est doctorante en littérature générale et comparée ici à l'UPEC et qui travaille sur une thèse intitulée Illustrer Tolkien du texte à l'humain, quelque chose comme ça. Voilà. Dans les éditions Tolkien, la terre du milieu du texte à l'humain. La terre du milieu, il manquait le mot là. Dans les textes illustrés anglaises, l'édition illustrée anglaise et américaine. Que je prépare ma thèse sous la direction de Vincent Ferrier et Isabelle Piedmont. Donc merci au comité scientifique de ce colloque d'avoir choisi ma présentation et de permettre à tous les invités de s'exprimer aujourd'hui et demain. On reste dans le champ des arts graphiques après la présentation sur les cartes pour se tourner vers les illustrations, ce que les illustrations montrent et ce qu'elles ne montrent pas. Parce que l'invisibilité, c'est un thème récurrent chez Tolkien, en particulier dans Le Seigneur des Anneaux et dans Le Hobbit, dont les intrigues tournent autour d'un artefact, l'anneau unique, qui a notamment pour effet de rendre invisible son porteur. Alors ça se produit à plusieurs reprises au fil des aventures de Frodo et Bilbo, et ça pose des problèmes de représentation pour les illustrateurs et illustratrices. Alors il en va de même pour les cavaliers noirs, qui sont eux-mêmes invisibles, perçus uniquement grâce aux vêtements qui les couvrent, ou grâce au pouvoir de l'anneau qui les révèle aux yeux de la personne qui les porte. Or, la menace que les cavaliers noirs font peser sur les personnages irrigue vraiment tout le récit et prend des formes qui, elles, sont bien visibles. Ça suggère donc qu'il existe différentes modalités de l'invisibilité dans les écrits de Tolkien et potentiellement différentes modalités de représentation. Donc, à travers le développement de ces pistes rapidement esquissées, je vais explorer la réponse des illustrateurs et illustratrices à ce défi. Comment faire apparaître l'absence dans l'image. Merci. L'emblème de l'invisible dans les récits de Tolkien est sans nul doute l'anneau unique. Lorsque le lectorat le découvre pour la première fois dans Le Hobbit en 1937, c'est juste un colifichet, à part qu'il peut rendre son porteur invisible. Mais il n'a pas beaucoup plus d'importance que ça dans l'histoire. Mais ce pouvoir d'invisibilité, Bilbo y a recours en plusieurs occasions, et notamment lors de sa conversation avec le dragon Smaug. Cette scène est une des plus fréquentes sous le pinceau des artistes, et a commencé par la célèbre version de Tolkien lui-même. C'est une scène qui met les artistes au défi de représenter ce qui n'est pas visible, à savoir Bilbo qui a glissé l'anneau à son doigt. Dans son aquarelle, Tolkien signale le statut de Bilbo de plusieurs manières. D'une part, il est peint de profil en noir sur blanc, alors que le reste de l'image est coloré. Ça rappelle la mode des portraits à la silhouette, qui donne à voir l'ombre du personnage sans ses détails. C'est également un clin d'œil à la description du pouvoir de l'anneau qui est donné dans un chapitre précédent. Je vous ai mis la citation à l'image. Si vous glissiez cet anneau à votre doigt, vous étiez invisible. Impossible de vous voir autrement qu'en plein jour, et encore seulement par votre ombre qui d'ailleurs était faible et diffuse. D'autre part, dans l'image, Bilbo est environné d'un nuage. Son invisibilité est alors toute relative, étant donné que le lectorat le voit très bien. Seul le dragon est mystifié. Cette illustration implique donc un contrat tacite entre, d'une part, les spectateurs et spectatrices qui comprennent, grâce au texte, la signification de ce hobbit dans un nuage blanc, et d'autre part, l'auteur. Le fait que cette illustration dépende ainsi de la narration est un exemple de plus de l'interdépendance entre texte et image chez Tolkien, qui élabore son monde secondaire dans les deux médias, à la fois le texte et l'image. Il y a cependant un point de divergence entre le texte et l'image ici, à savoir la lumière. Selon la description textuelle, la salle est plongée dans l'obscurité, et seul le dragon émet une lumière rougeoyante. Or, dans l'illustration de Tolkien, la lumière est vive et égale. Les différents éléments qui la composent sont bien plus visibles que dans la scène telle qu'elle se déroule dans la diégèse. Mais sous l'éclairage incertain de la caverne de Smaug, l'ombre projetée de Bilbo au moment où il porte l'anneau n'aurait pas été visible. Donc l'artiste crée les conditions nécessaires à la représentation du personnage dans l'illustration. Des artistes ultérieurs prennent au contraire grand soin de transposer cette lumière rougeoyante, comme par exemple Michael Haig en 1984. Dans son illustration, Bilbo est à peine visible.
Je vous ai mis le petit détail sur le côté. On le devine justement par l'ombre qu'il projette sur le mur. Sa présence est très ténue et peut facilement échapper au regard. C'est presque plus un clin d'œil aux observateurs les plus attentifs. La version de Haig nécessite elle aussi la lecture du texte pour dévoiler tous ses secrets. Quelques années plus tard, David Wyatt place Bilbo au premier plan de la couverture du Hobbit en 98, face au dragon. Le Hobbit est ici en contre-jour, ce qui est une manière assez originale de faire intervenir les jeux de lumière qui sont si présents dans ce chapitre. Pour représenter son invisibilité, le peintre a figuré la moitié supérieure du personnage de manière classique, tandis que sa moitié inférieure est dessinée au trait blanc, sans aucun remplissage des formes, si bien que la silhouette est transparente et on peut voir les dalles de pierre et le trésor qui se trouvent de l'autre côté. Le peintre se livre ainsi à une manœuvre artistique originale, c'est-à-dire de montrer le personnage dans deux états différents, en partie visible, en partie invisible. Mais ça s'écarte du texte où les hobbits qui enfilent l'anneau disparaissent instantanément, sans gradation. Alors je me suis rapidement entretenue avec l'artiste et il a commenté cette image et il m'a dit, donc je cite, il a dit en anglais, je cite la traduction, « J'ai trouvé la couverture problématique, car on m'a demandé d'adapter l'illustration de Tolkien montrant Bilbo face à Smaug. Comme vous le savez, Bilbo est invisible à ce moment, ce qui le rend difficile à représenter. Par conséquent, j'ai essayé de le montrer dans sa transition entre les deux états, ce qui, pour être honnête, ne fonctionne pas trop à mes yeux. » Fin de citation. Alors, le fait qu'on ait demandé à David Wyatt de réinterpréter l'image iconique de Tolkien, c'est probablement la raison pour laquelle il a cherché un procédé visuel qui rende compte de l'état d'invisibilité de Bilbo. Or, montrer ce qui est invisible, c'est voué un peu à décevoir, parce que si on respecte les termes du texte, alors on ne représente pas le personnage qui est invisible. Mais ça irait à l'encontre de l'enjeu de la scène, qui après tout est un dialogue. D'ailleurs, Tolkien intitule sa propre illustration « Conversation avec Smaug », donc ça implique bien la présence de deux personnages. Le fait que David Wyatt ne soit pas entièrement satisfait de sa propre illustration tient peut-être aussi à l'emploi de ce trait blanc, ce cerne, qui se démarque assez nettement du reste de l'illustration, où il n'y a pas de trait, pas de cerne. Ça brise l'unité de style, tout en proposant une alternative au nuage de fumée peint par Tolkien. Selon moi, l'usage de ce trait blanc est suffisamment discret pour ne pas perturber la lecture de l'image. Comme dans les illustrations précédentes, on a besoin du texte pour la comprendre parfaitement. Et l'usage de deux modes d'illustration, l'un sans le cerne et l'autre avec, a également l'intérêt de nous montrer le Hobbit à travers deux points de vue différents. L'un qui est intradiégétique, avec le Hobbit qui est invisible, donc la partie au trait blanc, et l'autre extradiégétique, à travers lequel Bilbo est parfaitement visible pour les lecteurs et lectrices. Parmi les différentes éditions illustrées du Hobbit, je trouve que la disparition de Bilbo est accomplie de la manière la plus spectaculaire, pas forcément la plus réussie, mais la plus spectaculaire, dans l'édition pop-up illustrée par John Howe. Ici, c'est le geste d'ouverture et de fermeture du livre qui matérialise l'apparition et la disparition du personnage. Dans la scène de la conversation, on voit Smaug qui se déploie majestueusement grâce au système de pliage du pop-up. Le Hobbit est littéralement caché sous le dragon, précisément sous l'extrémité de sa queue enroulée sur elle-même. Et par le jeu de la troisième dimension, il est bien invisible aux yeux de Smaug, donc le contrat est respecté. L'ironie joue en la défaveur de la créature, qui est si imposante que le voleur peut se cacher derrière lui. Dans ce même pop-up, l'illustration qui parachève la disparition de Bilbo est peut-être celle des araignées qui vient juste avant celle de Smaug. On est ici dans la forêt de Grandpeur et Bilbo est caché tout en bas à gauche de la composition. On a l'image le portrait de Bilbo et par-dessus, il y a une feuille plastifiée que l'on peut faire tourner avec une roue dentée qui est dans la marge de la page et qui déplace une partie avec de la peinture grise opaque. Donc quand on fait tourner la molette, on masque et on révèle Bilbo tour à tour. Donc là, c'est les lecteurs et lectrices qui décident eux-mêmes de révéler ou de dissimuler le Hobbit.
Donc dans cette édition pop-up, on a 2 scènes où Bilbo passe l'anneau à son doigt, et ces 2 scènes font appel à des dispositifs différents. Aucun ne souligne spécifiquement l'utilisation de l'anneau. Le masque gris dans la scène des araignées, ça pourrait être une toile d'araignée très dense derrière laquelle Bilbo se cache. Dans la salle du trésor, il est aussi caché derrière un élément physique. Mais je trouve que ces solutions sont satisfaisantes dans le cadre d'un pop-up, car elles font appel à la manipulation des lecteurs et lectrices, qui sont vraiment impliqués. Le rôle de l'anneau est oblitéré dans ces disparitions, mais le lectorat participe activement à la disparition du Hobbit. À l'instar donc de ce livre du Hobbit, dans Le Seigneur des Anneaux, on a aussi quelques occasions de représenter le pouvoir d'invisibilité de l'anneau, dont le porteur n'est plus Bilbo, mais Frodo. La première scène où Frodo passe l'anneau à son doigt permet encore moins de licence artistique que l'épisode avec Smaug, puisqu'elle se déroule à l'auberge du Poney Fringant parmi une assemblée nombreuse. Tous les regards sont dirigés vers l'endroit exact où Frodo vient de trébucher et d'enfiler l'anneau par mégarde. C'est alors particulièrement difficile de le cacher dans un coin de l'image puisqu'il est au centre de l'action. Dans la version d'Alan Lee, on a une scène de genre qui donne à voir la clientèle de l'auberge dans toute sa variété. On a des paysans, des petits bourgeois, qui sont tous ébahis par le mystère qui vient de se dérouler sous leurs yeux. C'est le moment, non pas juste avant, comme les illustrateurs font souvent, mais le moment juste après. Dans cette illustration, comme chez David Wyatt, l'invisible est au premier plan. Mais Alan Lee se conforme à une vraisemblance plus stricte, à savoir que si Frodo est invisible à ce moment de la scène, alors on ne doit pas le voir. Mais ce n'est pas un choix évident pour un illustrateur, parce que ça implique que le personnage principal disparaît et qu'on a seulement des anonymes sur le devant de la scène. En réalité, Alan Lee est plutôt familier de ce procédé, et nombreuses sont ces illustrations où les personnages disparaissent au sein de leur environnement. Je vous ai mis l'exemple de Boromir dans l'illustration de Tolbrandir à la fin de la Fraternité de l'Anneau, où évidemment Boromir n'a pas enfilé l'anneau pour disparaître, mais au début, quand j'ai découvert cette illustration, j'ai mis du temps à découvrir qu'il y avait un personnage dedans. Il est vraiment bien caché, et c'est assez typique de l'art d'Alan Lee. Et d'autres personnages sont concernés par cette question d'invisibilité, et notamment l'illustration qui suit celle de l'auberge de Brie, l'illustration des Cavaliers Noirs. Alors ici, les personnages du titre sont invisibles parce qu'ils sont hors champ. Le cadre est resserré et ne laisse voir que la tête de leurs chevaux. Ça permet de laisser le lectorat imaginer à quoi peuvent ressembler les cavaliers, qui ne sont décrits que par l'adjectif noir et par les bruits qu'ils émettent. L'illustration qu'Alan Lee leur consacre ne montre pas plus que ce que dit le texte. Or, l'invisibilité des Cavaliers Noirs est le symptôme d'un processus bien plus vaste à l'œuvre dans Le Seigneur des Anneaux, qui est la présence impalpable du mal. Cette présence dans Le Seigneur des Anneaux, c'est avant tout celle de Sauron, qui est un être d'autant plus terrifiant qu'on ne le voit jamais. Il est régulièrement désigné comme l'ombre, pour désigner son influence, et il apparaît en personne très rarement, une fois dans un souvenir et une autre fois dans une éventualité, mais on ne le voit jamais. Au fil du texte, Sauron est une présence qui est continuellement dans le hors-champ. Par contre, il est représenté par ces sbires qui eux-mêmes se caractérisent par une forme d'invisibilité. On a ainsi un paradoxe au cœur de ce texte, un ennemi qui est omniprésent mais qui ne se laisse pas observer. Tolkien joue avec Sauron, ce personnage qui n'est jamais mis en scène, ce qui pose forcément problème aux artistes, parce qu'ils ne peuvent pas transposer ce jeu. La représentation graphique seule garantit l'existence d'un personnage dans l'image. Le texte peut faire allusion sans montrer, mais l'illustration peut difficilement faire ça. Il y a alors deux choix qui s'offrent aux artistes pour marquer la différence de plan entre les personnages fantômes, entre guillemets, et les autres. Soit montrer, soit ne pas montrer. Et il y a deux chercheurs, Olivier Goetz et Jean-Marc Ledrato, qui formulent cette dichotomie de la manière suivante, je cite: « Il y a au moins deux formes de production de la présence surnaturelle. Celle qui utilise la technique visuelle et sonore pour montrer l'immontrable, et celle qui renonce à montrer quoi que ce soit.
ou qui montre qu'elle ne montre pas, et qui se contente de laisser cette apparition comme un possible d'autant plus terrifiant qu'il ne s'accomplit pas. Alors ce dont les auteurs parlent ici, c'est du théâtre, qui dispose d'outils beaucoup plus nombreux qu'une illustration, et notamment d'outils sonores. Mais on retrouve une même tension, avec d'une part des images qui cherchent à montrer avec différents moyens visuels, et d'autre part les images qui relèguent l'invisible au hors-champ. Pour cette première solution, on a les illustrations de la Reine du Danemark dans son édition du Seigneur des Anneaux de 1977. Au début de la Fraternité de l'Anneau, elle nous montre Sauron comme une silhouette vêtue d'une longue cape noire qui cache son visage. Il tient entre ses mains l'anneau, d'où s'échappent des volutes blanches qui se détachent très bien sur la cape noire. Et on peut noter dans cette illustration que la seule partie visible de l'anatomie du personnage soit ses mains, sachant que dans le chapitre qui illustre cette en-tête, l'ombre du passé, Gandalf raconte à Frodo qu'Isildur s'est emparé de l'anneau en tranchant le doigt de Sauron. Et dans cette illustration, on a également donc la présence de l'anneau avec les volutes tout autour qui rappellent un peu un œil. Et sachant que Sauron dans le texte est désigné par ses mains et par son œil, on a tous les éléments ici dans l'illustration. De l'autre côté du spectre des possibles, si vous me pardonnez l'expression, Alamy donne une représentation de l'influence de Sauron, mais encore une fois sans montrer le personnage. Ici c'est Barad-dûr, une illustration dans laquelle il montre un œil qui est à peine perceptible, il est presque perdu dans la lumière très vive au sommet de la tour, qui devient un cyclope démesuré. Il tient sous son regard toutes les troupes des orques qui grouillent dans l'espace marginal. Avec les vapeurs créées par les lavis d'aquarelle, on a une impression de menace, de danger. Et c'est ça qui est au cœur de la représentation, qui est d'autant plus ironique que c'est celle d'un personnage invisible mais qui voit presque tout. Si on revient au cavalier noir sous la plume de la reine du Danemark, leur ombre plane sur les premiers chapitres, pendant lesquels ils rôdent tout autour du comté et du groupe des Hobbits. Mais encore une fois, ils sont toujours dissimulés sous leur grande cape noire. Alors on ne les voit pas dans les illustrations de la reine du Danemark, on n'a pas leur portrait, mais ces capes permettent des jeux de plissés d'inspiration Art Nouveau, plus ou moins abstraites dans les frontispices que dessine la reine. Sur le premier, on pourrait croire que c'est complètement abstrait. Moi, j'y vois quelques silhouettes encapuchonnées, mais je pense que c'est une question d'interprétation. Dans la deuxième, évidemment, c'est beaucoup plus précis. Mais ça crée un leitmotiv sous la plume de l'artiste entre ces créatures invisibles et des capes assez virevoltantes. Or, ça rappelle les métaphores qu'emploie Tolkien, en particulier dans le Silmarillion. J'étais à Oxford au début du mois et il y a une conférencière qui s'appelle Katie Lund qui a évoqué quelque chose que j'ai ajouté rapidement à ma conférence parce que j'ai trouvé ça très intéressant. Elle a résumé de la manière suivante, je la cite ici, je la traduis. Les capes des Nazgûl leur donnent forme, les capes des Istari indiquent leur statut et leur pouvoir, et les incarnations des Valar sont qualifiées de vêtements. Ceux-ci sont une métaphore narrative bien utile lorsque les mondes visibles et invisibles entrent en collision. Donc sa conférence était consacrée aux vêtements dans les textes de Tolkien, et je pense que ça ouvre des perspectives très intéressantes à explorer. Mais si on se replace, si on met à nouveau le projecteur sur ces créatures invisibles, il faut attendre le chapitre 6 du tome 3, à savoir la bataille des champs du Pélénor, pour voir vraiment ce qu'il y a sous cette cape. Et la description nous dit, je cite, à propos du seigneur des Nazgûl, qu'il portait une couronne d'acier, mais entre le cercle et le manteau ne se voyait rien d'autre qu'un sinistre reflet d'yeux. Ici, on a donc le face-à-face entre Éowyn, qui est travesti en soldat, et le roi sorcier. Alamy ne l'avait pas peint dans son Seigneur des Anneaux de 1991, parce qu'il préférait ne pas représenter les moments très spectaculaires, les moments de grande tension. Mais finalement, il consacre le frontispice du tome 3 du Seigneur des Anneaux à cette scène, dans l'édition Deluxe qu'il publie en 2022 chez la Folio Society, que je n'ai pas acheté étant donné son prix exorbitant, mais si vous l'avez, chanceux.
Et on retrouve donc la palette très pâle qui caractérise Alan Lee. Mais contrairement à ses habitudes de cacher les éléments les plus spectaculaires d'une scène, ici il place le personnage presque au centre de la composition. Et il illustre le texte mot pour mot. On a le corps du personnage, sans tête, avec 2 points lumineux à la place des yeux et la couronne par-dessus. Cette illustration fait suite à des dizaines de chapitres dans lesquels la menace était dans le hors-champ, mais ici, elle est révélée au grand jour. Cependant, je trouve qu'Alan Lee maintient dans cette illustration la subtilité qui caractérise son œuvre. Il place le Seigneur devant le panorama de Minas Tirith, ce qui permet de détacher sa silhouette grise sur le blanc de la ville. Or, cela atténue également l'étrangeté des yeux lumineux, parce que ceux-ci sont maintenant peints sur l'arrière-plan de la ville blanche. Si l'artiste avait placé son personnage sur un fond plus sombre, le contraste des yeux lumineux aurait été plus marquant. Donc je pense qu'Alan Lee a quand même tendance à estomper les éléments les plus surnaturels, même quand ils sont au centre de la composition. Donc toutes ces scènes du Seigneur des Anneaux permettent aux artistes de se livrer à un jeu de cache-cache pour bien marquer la singularité de cet ennemi qui ne se laisse pas observer. Et quand il décide de ne pas montrer le personnage invisible, finalement c'est justifié par le récit, par ses descriptions où les personnages sont aussi dans le hors-champ. Au fil du Seigneur des Anneaux, plusieurs passages descriptifs insistent sur l'absence et le vide qui caractérisent les paysages qui sont marqués par la présence de cet ennemi invisible. Vincent Ferré souligne sur les rivages de la Terre du Milieu combien les thèmes de la mort et du mal portés par Sauron, ses serviteurs et toute autre créature maléfique sont indissociables de la notion de vide. Et les passages où ce vide est ressenti le plus fortement sont les évocations de paysages, notamment grâce à l'emploi de la négation. Par exemple, je vous ai mis la citation à l'écran, lorsque la fraternité quitte les terres enchantées de la Lothlorienne, elle descend le fleuve Anduin qui traverse une grande partie de la Terre du Milieu, vous avez pu vous mettre la carte en tête tout à l'heure, et la fraternité navigue le long de terres complètement désolées, qui ont été dévastées par des guerres anciennes. Et donc dans le passage que je vous ai mis à l'écran, on a une accumulation de négations. Je vous les ai mises en gras. Néanmoins, ni monotone, sans incident, disparaître, le moindre brin d'herbe. Il y a un auteur qui s'appelle Steve Walker qui étudie ce procédé dans Le Seigneur des Anneaux et dans le Hobbit. Et il relève d'autres exemples de cette vacuité comme symbole du mal. Je vous ai mis une citation à l'écran, que je ne vais pas vous lire en entier. Mais à cette insistance sur le vide qui se retrouve dans plusieurs descriptions, s'ajoute un effet d'attente et d'anticipation qui habite le paysage. Donc, notamment dans la dernière phrase, aucun signe d'ennemi n'avait été vu. Pourtant, à mesure qu'ils avançaient, ils sentaient que s'accentuait la vigilance des terres. Donc c'est un paysage qui est dépourvu de vie, mais il y plane un sentiment d'inconfort, comme une menace, un signe que les forces du mal gardent finalement une forme de présence au cœur de l'absence. Alors Steve Walker mélange des exemples tirés du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, où l'ennemi et les enjeux ne sont pas du tout les mêmes, mais il met quand même en lumière ici un leitmotiv, la description par l'absence et par la négation. C'est quelque chose qu'on retrouve jusqu'au Mordor, qui est peuplé d'ombres aveugles. Donc on a cette impression de, peut-être moins une impression de vide qu'une impression de chaos qui accompagne les hobbits dans la dernière étape de leur périple. Le Mordor, c'est une succession de pierres, de buissons épineux, de lits de ruisseaux asséchés. Chaque pas est un combat contre le paysage d'une part, mais aussi contre la volonté des voyageurs pour faire demi-tour et retrouver un semblant de confort. Cette absence se fait très nettement ressentir lorsque Sam essaye de rasséréner Frodo en lui rappelant des souvenirs agréables. Je vous ai mis la citation, vous rappelez-vous ce petit bout de lapin, le Frodo, etc. Mais Frodo ne répond que par une suite de négations, encore une fois, je vous les ai mises en gras. Non, je crains que non, Sam, etc. Ce sont des négations en cascade qui ne trouvent pas d'équivalent dans les illustrations. Comment illustrer une négation? C'est tout un défi. Et donc, je vous ai mis quelques exemples d'illustrations qui concernent ce même chapitre dans Le Seigneur des Anneaux. Et Alan Lee
d'un côté et la reine du Danemark de l'autre, plutôt que de suggérer l'absence, il suggère plutôt l'hostilité du terrain. Chez la reine, donc l'illustration qui est en haut en noir et blanc, c'est une lande qui est jonchée de rochers pointus, de végétation noueuse. On ne peut pas manquer la silhouette du volcan à l'arrière-plan, mais le terrain est encombré. Chez Alan Lee, de la même manière, on a des falaises et des brumes nauséabondes. Le regard ne peut pas s'échapper vers le lointain. Les personnages sont pris au piège. Aucun de ces artistes ne suggère vraiment de manière claire la menace principale qui plane sur ce chapitre, à savoir le regard de Sauron depuis Barad-dûr. D'un côté, la reine préfère laisser entrevoir l'espoir de la fin de la quête avec le monde destin, et de son côté, Alan Lee suggère plutôt l'errance des hobbits dans un labyrinthe de pierre où des orques peuvent surgir à tout moment. Donc ces exemples marquent une différence de traitement entre la négation dans les descriptions de paysages et l'invisibilité des personnages. À chaque fois, c'est une absence, mais elle est traitée de manière différente. La négation est plutôt évitée par les artistes qui comblent leur paysage de détails naturels pour pallier l'absence de signes de l'ennemi. La seconde, l'invisibilité, invite plutôt les artistes à signaler la présence d'un personnage de manière insistante, soit en dirigeant le regard vers le point où le personnage devrait se trouver, soit en évacuant le personnage dans le hors-champ. Le mot illustration signifie étymologiquement mettre en lumière. Et la lumière joue un rôle fondamental dans les textes de J.R.R. et Christopher Tolkien. C'est ce que développe notamment Verlyn Flieger dans son ouvrage Une lumière éclatée. Elle propose notamment une exploration de la manière dont Frodo subit un effacement progressif. Il devient petit à petit comme invisible. C'est un processus très long qui est suggéré par petites touches subtiles dans le texte et qui n'est pas transposé dans les illustrations. Chez la reine du Danemark, c'est peut-être le médium qui s'y oppose, parce que l'encre noire sur fond blanc ne laisse pas de possibilité de transparence. Par contre, l'aquarelle que pratique Alan Lee, c'est le médium par excellence pour de tels effets. Dans les aquarelles, je vous ai mis des exemples d'aquarelles peintes pour l'édition de luxe chez la Folio Society, quitte à voir des illustrations d'Alan Lee, autant voir les plus récentes et les moins connues. Les personnages se fondent dans leur environnement et ils tendent à disparaître alors même qu'ils se trouvent au premier plan. En haut à gauche, vous avez Frodo, Sam et Gollum sur la couverture des 2 tours. En bas, vous avez Aragorn et Gandalf dans une scène au-dessus de Minas Tirith. Et à chaque fois, les personnages se confondent avec leur arrière-plan. Il n'y a pas de couleur qui les fasse se démarquer. Le paysage a presque plus de corps que les personnages. Alors, quand elle étudie le cas de Frodo, Verlyn Flieger relève que cette disparition n'est pas le contraire de la lumière, qui serait l'ombre, mais plutôt la négation de la lumière. C'est ce qu'elle note concernant Frodo, mais finalement, sous le pinceau d'Alan Lee, on peut appliquer ça à la plupart des personnages. Si on regarde Gollum au premier plan de la couverture des 2 tours, c'est presque un spectre, il est tellement pâle qu'il est presque lumineux. Et quand bien même les personnages semblent absents de l'image, comme ici dans le frontispice des 2 tours, qui représente les chutes du Rauros, l'image est d'autant plus symbolique de leur présence. Ici, on a des nuées, on a de la brume, tout ça qui crée des effets de transparence et de délicatesse. Le sujet lui-même finit par s'estomper au bord de l'image. Au centre de la composition, on a ce pic rocheux qui coupe le fleuve en 2, comme un doigt qui serait pointé vers le ciel et qui est sectionné par l'arc-en-ciel. Cet arc-en-ciel, il encercle tous les éléments naturels convoqués dans l'image, que ce soit l'eau, l'air, la terre, et de manière assez pratique, qui rappelle le motif de l'anneau. Tout se passe dans cette image comme si le paysage prévenait Frodo que l'anneau allait lui coûter un doigt. Les éléments ici se diluent les uns dans les autres, la nature se fait métaphore et annonce du récit à venir. On a cet arc-en-ciel en forme d'anneau qui est en équilibre comme au bord du précipice et qui finit par se désintégrer, par perdre sa matérialité et finalement disparaître à jamais. Alors, les artistes évoqués ici trouvent 2 solutions principales à la question de l'invisibilité. C'est un peu shakespearien, montrer ou ne pas montrer. Chaque solution s'accompagne de ses propres défis, soit montrer un personnage invisible avec un procédé visuel qui signale bien qu'il est invisible, soit ne pas montrer ce personnage,
Mais bon, pour faire une illustration, il faut bien montrer autre chose. Donc les artistes peuvent jouer sur le cadrage, avec le hors-champ, ou d'autres éléments qui forment une image un peu en négatif pour montrer les circonstances de la disparition. Dans la plupart des cas, un personnage qui est invisible parce qu'il porte l'anneau a tendance à se trouver à l'image d'une manière ou d'une autre, tandis que les créatures qui sont invisibles par nature se trouvent plus volontiers dans le hors-champ. Mais il y a peut-être trop d'exceptions pour faire de ces cas des règles générales. Ce qui est certain, c'est qu'en rendant l'invisible visible, les artistes atteignent les limites de la représentation. Merci. Question? Est-ce que tu peux dire quelque chose sur les illustrations, s'ils existent, des, je ne sais pas en français, les barrel wides, les spectres des théâtres? Oui, c'est ça, les êtres des... Dans la première traduction, c'était les êtres des Galgales, je crois. Oui. Alors, je n'ai pas en tête d'illustration. Parce que je connais très peu, en effet. Oui. Et ça m'intéresserait parce que même en lisant, j'ai du mal à me conceptualiser moi-même, à l'instar des Nazgûl ou d'autres personnages, où c'est entre guillemets plus facile d'imaginer le néant. Ils ont effectivement été très peu représentés. Alors je vais demander aux puristes de se boucher les oreilles, s'il vous plaît. Je vais dire quelque chose qui ne va pas vous plaire. Mais la seule illustration que je connaisse se trouve dans un ouvrage de David Day. Voilà, il a ce mérite de rassembler beaucoup d'illustrateurs dans ses livres. Intéressant. Et je crois que c'est le seul endroit où j'ai vu une illustration de ces personnages, mais pas dans le corpus que je l'ai vu. C'est sa plus grande qualité. Voilà, c'est peut-être ça. Il n'y a pas un Ted Nasmith qui le représente? Non, moi j'avais ça en fait aussi. Avec l'épée en travers de la gorge des 3 hobbits couchés sur la pierre. Elle n'a pas été publiée dans un livre. Et on voit la main qui Mais avance. c'est possible, c'est possible. Ouais. Ah, dans un calendrier. Avec le bras. On a le bras d'une créature dans une illustration d'un calendrier par Ted Nasmith. Dans l'expo John Howe de Alain Vernon, il y a un Barroway par John Howe. Et bien très bien, j'y vais. Il est représenté comme un fantôme cadavérique, un mi-chemin entre le zombie et le fantôme en fait. Très bien. Un peu verdâtre. Ah oui, je vois, oui, effectivement, je l'ai déjà vu. Moi, j'ai jamais vu. En fait, le souci, c'est que moi, j'étude les illustrations qui oui, sont ok, reproduites oui. à l'intérieur des livres. Et donc, j'ai un peu un angle mort pour tout le reste. Mais heureusement qu'on a plein de cerveaux à disposition dans cette salle pour orienter vers les différentes possibilités. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est quoi ton illustration préférée? Non. Question interdite, je n'ai pas d'illustration préférée. Ça change à peu près tous les jours. Moi, votre intervention m'a fait penser, alors c'est pas l'illustration des livres de Tolkien, mais à la BD de Bilbo le Hobbit qui avait été faite par David Wenzel, où effectivement il y a plusieurs scènes où on ne le voit pas, Bilbo. On le voit parfois par l'intermédiaire de pierres qui roulent ou ce genre de choses. Et ça rend effectivement le récit assez peu lisible. Quand on a sur plusieurs cases un événement, alors je pense par exemple à l'épisode où il sort de la caverne des gobelins, on a carrément toute une page avec les bulles, sans bout de phylactère, et les personnages, les gobelins qui ne le voient pas, le lecteur non plus. On est quand même à la limite de la compréhension du récit si on n'avait pas le texte. Là, ce serait complètement... Il faut que je la lise cette BD, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'exemples que j'aurais pu ajouter, je suppose. Encore une fois, je ne l'ai pas mise dans mon corpus de thèse, parce que ça demandait trop de... Enfin voilà, ça m'éloignait trop du reste des illustrations, mais je m'en suis déjà servi à plusieurs reprises, notamment pour sa représentation de Don du Lac. Mais j'aurais dû regarder au moment de... J'aurais dû regarder les cas de Bilbo, parce qu'effectivement, c'est très intéressant. J'ai en tête l'illustration de, je crois que c'est Chica, dans l'édition française illustrée de Bilbo le Hobbit, où on a cette scène de Bilbo qui sort de la montagne avec les gobelins, et on le voit, et ce qui est très surprenant dans cette illustration, c'est qu'on est juste au-dessus de Bilbo, on le voit à la verticale, et c'est un point de vue vraiment surprenant, mais il apparaît bien à l'image. Bibliothèque verte. Oui, bibliothèque verte, la couverture est extrêmement mignonne, je pense que Tolkien aurait détesté, mais il est extrêmement mignon.
Merci pour ton intervention. J'ai une question concernant l'armée des morts dans le Seigneur des Anneaux. Est-ce que tu es capable de dire quel est son traitement au niveau des illustrations? Parce que j'ai le sentiment que c'est un peu comme les Nazgûl en termes narratifs. C'est des choses qu'a priori on ne voit pas, qu'on voit dans le texte, qui sont écrites par Tolkien. Et comment les illustrateurs se sont emparés de ce sujet, s'ils s'en sont emparés? Alors dans mon corpus, ils ne s'en sont pas emparés, justement. Sachant que dans mon corpus, il n'y a que 2 éditions illustrées du Seigneur des Anneaux. Il y a celle d'Alan Lee et celle de la Reine du Danemark. Donc ça limite quand même beaucoup le champ du possible. Mais il faudrait que regarder ce qu'en a fait Ted Nasmith. Par exemple, je suis sûre qu'il a dû faire une illustration avec l'armée des morts. Ça me paraît assez évident, mais je n'ai pas en tête. Merci pour la question. Merci pour cette contribution très intéressante, hein, c'est très parlant, toutes ces analyses des images. Moi j'avais un peu travaillé pour un petit article sur l'adaptation du Hobbit dans l'Archéologue, mais j'étais parti sur un truc de 40-50 pages, il fallait en faire 10 pages, donc finalement ça restait un truc brouillon, inachevé. Mais du coup sur les illustrations de Smaug, à l'époque, ça fait déjà, je sais pas, peut-être 10 ans, quelque chose comme ça, il y avait énormément d'illustrations sur DeviantArt qui avaient proliféré, et où on voyait très bien l'influence jacksonienne qui était présente, et en même temps une volonté de s'en démarquer permanente. Mais ce qui m'avait frappé à l'époque, en m'intéressant aussi évidemment aux illustrations de Tolkien, et au fait qu'on sait qu'il aimait bien par exemple les illustrations de Colin Baines, c'était l'impression qu'il y avait un style majeur qui était très dominant, style qui à mon sens est représenté par Ted Nasmith et par John Howe, mais qui est très présent aussi ailleurs, et que moi, en tant que littéraire, pas en tant que spécialiste d'illustration, je voyais comme un mélange de romantisme et de réalisme très, très poussé, qui est moins fort, par exemple, chez Alan Lee, quand on voit les têtes de chevaux, là on a quelque chose qui est plus dans l'impressionnisme, le symbolisme, etc. Alors je ne sais pas ce que ça peut apporter par rapport à votre thèse, votre corpus, etc., mais c'est frappant parce que les dernières illustrations que vous avez montrées d'Alan Lee, avec par exemple l'arc-en-ciel, le doigt, etc., là, j'ai l'impression qu'il est presque nasmithisé et howisé. Alors, via Peter Jackson, évidemment. Par exemple, le Minas Tirith, on voit bien que c'est un peu celui du film, mais ce Minas Tirith, il existait quasiment chez Ted Nasmith avant d'exister chez Peter Jackson, alors que Nasmith n'était pas dans les directeurs artistiques du film, comme on sait. Mais on voit bien, très très bien, qu'ils ont été reprendre, en tout cas comme inspiration, une illustration de Nasmith qui existait depuis un certain nombre d'années. Et là, justement, je sens moins, je suis étonné en fait par ces illustrations que je ne connaissais pas, que je vous remercie de me faire découvrir, mais je vois moins vite que c'est Alan Lee. Alors il y a encore évidemment le côté atmosphérique, etc., la subtilité, la délicatesse que vous avez dit, mais je reconnais plus ce style, même si c'est très avec des couleurs pâles, ce style romantique et réaliste qui s'est imposé, et qui posait moi beaucoup de questions sur le rapport d'un médium à l'autre, parce que Le Seigneur des Anneaux, comme roman, qu'est-ce que c'est comme écriture? Comme roman du XXe siècle, mais très inspiré par le Moyen-Âge, et en même temps qui vaut pour une fantasy qui n'a jamais été aussi réaliste, et en même temps on a envie de voir du romantisme, mais Tolkien n'aime pas tellement cette idée-là, c'est pas William Morris, etc. Voilà. Ça pose pour moi beaucoup de questions, et là vous avez fait pour l'instant une analyse très parlante, mais très narrative, qui quelque part du coup est un peu intemporelle. Or, quand on voit le style de la Reine du Danemark, c'est plus du tout le style ni d'Alan Lee, ni de Ted Nasmith, donc il y a tous ces styles différents, toutes ces époques différentes. Je ne sais pas trop ce qu'on peut en faire pour la question de l'invisibilité et de votre recherche. Voilà. Après, ça dépendra de scènes vraiment spécifiques, mais c'est vrai que ce que j'aime bien avec ma thèse, c'est que ça m'a fait découvrir plein d'artistes qui donnent une vision très différente de Tolkien, alors qu'effectivement, par exemple, quand on regarde les illustrations françaises, on a eu des éditions illustrées du Hobbit et du Seigneur des Anneaux par des artistes français qui n'étaient pas forcément, qui n'étaient pas du tout influencés par Peter Jackson, puisque ça a été publié dans les années 70, 80, 90. Et ils n'étaient pas très nombreux, mais ils ont donné des visions très différentes. Alors qu'aujourd'hui, les éditions illustrées, c'est Alan Lee, John Howe, Ted Nasmith, la Sainte Trinité. Avec le Hobbit, on a un petit peu de Jenna McCatlin qui propose une vision différente, mais c'est vrai que quand on pense illustration de Tolkien, on pense à ces 3 artistes qui ont des styles certes différents, mais très complémentaires, et qui sont quand même dans une veine relativement proche, même si je trouve qu'Alan Lee a une petite tendance à l'abstraction que les autres n'ont pas. Je pense notamment à son illustration de Glaurung dans Les Enfants de Húrin, où c'est un feu, l'illustration c'est un brasier, et on voit à peine ce dragon au milieu, mais vraiment tout est dans des jeux d'aquarelle, des lavis incroyables, et là c'est aussi
cette illustration plus symbolique en frontispice qui s'écarte un peu plus de ce qu'il a, de ce que les autres, de ce que Poe et Nasmith peuvent faire, qui ont tendance à mettre les personnages, à centrer la représentation sur les personnages. Je rappelle quand même celle de gauche, par exemple, la grande peinture allemande romantique, un homme qui porte un verre de nuages, etc. Ou les glaciers, là, je sais pas comment ça s'appelait. De Friedrich. Voilà, ça. Oui, Alani est très inspiré. Il dit toujours que le paysage, pour lui, doit suggérer les émotions des personnages qui sont dans le paysage. Même si les personnages ne sont pas représentés dans l'illustration, le paysage doit refléter leur état d'esprit. Donc c'est très romantique comme vision, c'est certain. Deux petits commentaires. Un pour le choix d'Alani au départ pour illustrer Tolkien qui date des années 80, un projet de Rainer Unwin pour le centenaire. Il avait choisi d'avoir un illustrateur qui ferait écho, qui serait en filiation avec le grand art de l'illustration des choses fantastiques, donc Arthur Rackham, Edmund Dulac. Donc, et Alan Lee, à cette époque-là, s'inscrivait très clairement dans ce genre de format. Vous voyez les illustrations du livre le Seigneur des Anneaux du centenaire, et elles étaient vraiment très proches de ça. Il s'en est graduellement éloigné pour développer un style un peu plus éthéré. Je crois qu'il a peut-être été inspiré par les autres. Moi, personnellement, je trouve que ça lui va bien. Alors pour Pauline Baynes, Tolkien aimait beaucoup les illustrations de Pauline Baynes, à prendre avec une pincette. Il discriminait, il y avait des choses qu'il adorait de Pauline Baynes et des autres qu'il n'aimait pas. Et par exemple, dans la carte du Seigneur des Anneaux, la carte dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a au-dessus, en dessus et en dessous de la carte, il y a deux vues d'eau. En haut, il y a la fraternité de l'anneau, et en bas, il y a les monstres. Il y a les monstres, et on voit Shelob, on voit des Nazgûl, mais on les voit bien entendu de dos. On les voit de dos, et on voit un Gollum que Tolkien apparemment détestait. Mais il aimait beaucoup la représentation de toutes les vignettes de paysages. Il adorait les paysages parce qu'il, d'une certaine manière, il a une réaction émotionnelle par rapport aux paysages, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il en parle tellement. Oui, les Nazgûl sont souvent décrits comme sont souvent perçus à travers leur odorat, et ils poursuivent les hobbits au début du Seigneur des Anneaux avec leur nez, et ce qui est souvent représenté par une certaine animalité, des montures avec les naseaux qui sont écarquillés. Est-ce qu'il y a des représentations des Nazgûl en tant que telles vis-à-vis de leur nez? Non, je ne pense pas représenter l'odorat dans une image, je ne pense pas que ça ait été fait dans les illustrations pour Tolkien. Après, encore une fois, je ne les connais pas toutes, mais non, par contre, effectivement, une illustration comme celle que je vous ai montrée au début de Alani, on est centré sur les naseaux des chevaux. Alors, ce n'est pas les Nazgûl eux-mêmes, mais avec la fumée qui pénètre, on imagine bien les chevaux eux-mêmes en train de respirer, même si ce ne sont pas les Nazgûl, mais peut-être que ça évoque aussi leur odorat. Sachant qu'on les Nazgûl, on sait qu'ils ont un odorat et on sait qu'ils font du bruit, mais on ne sait pas à quoi ils ressemblent. Et c'est leur sens, peut-être que les Nazgûl n'ont pas un sens quand leur vision est affectée, et donc les autres personnes oui, position et olfaction. L'invisibilité ne fait pas qu'affecter les autres personnes, peut-être qu'ils n'arrivent pas à se voir eux-mêmes. Tolkien n'en parle pas. Deux petites questions très courtes. C'est un choix d'avoir choisi pour représenter le sujet de ta présentation, rendre invisible, des illustrations de Alani plutôt que John Poe ou Ted Nasmith. C'est que Alani, il est, comment dire, plus compétent dans ce domaine-là, dans ce sujet-là, que les deux autres. Alors pas spécialement, c'est tout simplement parce qu'il a publié des illustrations à l'intérieur du livre, et c'est pas le cas de John Howe et Nasmith pour Le Seigneur des Anneaux. Les seules éditions illustrées du Seigneur des Anneaux, c'est Alani et la Reine du Danemark. Les autres ont fait des couvertures qui sont très réussies, mais moi, dans ma thèse, j'étudie les illustrations à l'intérieur des livres. Donc c'est vraiment, c'était pas un choix, c'était vraiment une autoroute. Merci. Excellent.